Donc voilà, nous allons, commencer ce séminaire. Donc déjà, juste un rappel, le comité de la recherche de l'AST, c'est un comité qui est présidé par Étienne Paul de l'INSA de Toulouse et notre objectif, c'est de contribuer à rapprocher le monde à la fois de la recherche et le monde, opérationnel et grâce, on espère, à ces web cafés Innovation, dont c'est le deuxième aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la biosurveillance de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, des constats de terrain en piste de recherche. Donc ce qu'on a voulu faire, dans ce web café, c'est déjà présenter un inventaire des catégories d'outils et de leur niveau de maturité, sur le terrain. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience, des utilisateurs de ces solutions en France et enfin, une ouverture, avec, la Suisse qui nous présente enfin, pour voir un peu comment, les pistes de recherche et développement peuvent être, utilisées pour, rendre ces outils plus opérationnels. Donc nous allons accueillir aujourd'hui, d'abord Alain Geffard, professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne de l'UMRC Bio, qui nous parlera donc de biosurveillance et des outils disponibles. Ensuite, Olivier Perceval, chef du service écosystème aquatique au sein de la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'Office français de la biodiversité, proposera un retour d'expérience opérationnelle des outils de biosurveillance. Et donc enfin, nous accueillerons Benoît Ferrari, directeur du Centre suisse d'écotoxicologie appliquée, pour nous présenter donc ses pistes de recherche et développement pour la biosurveillance opérationnelle. Donc je laisse tout de suite la parole à Alain Geffard. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais partager. Voilà. OK, parfait. Donc, je pense que là, vous avez la présentation sous les yeux. Je vais peut-être laisser comme ceci. Bonjour, je suis désolé parce que là, je ne vous vois plus. J'ai juste mon écran, mais c'est pas C'est grave, j'y pas en... reviendrai tout à l'heure. Elle Vous est... l'avez ou pas là, vous? Elle est pas en présentation. On a le Ah, PPT là. alors excusez-moi. Comment se-t-il là? Oui, on a bien featureisé ça tout à l'heure. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé? Excusez-moi, 30 secondes. Alors, si j'arrête le partage, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et là, est-ce que ça va mieux? Vous avez Non, la c'est toujours présentation? les slides du PowerPoint. Ah, décidément, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça devrait aller mieux là. C'est bon. C'est parfait. Excusez-moi. Donc, je vous disais donc en effet, je vais pour cette première partie du Web Café vous parler, présenter brièvement quelques outils utilisés dans le cadre de la biosurveillance. Alors, avant d'aborder ces questions, eh bien, il paraissait peut-être intéressant de rappeler pourquoi la surveillance des milieux, même si je pense que c'est des éléments qui sont particulièrement partagés par toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, en effet, petit rappel, hein, les milieux aquatiques vont être soumis à différentes activités anthropiques de différents types et donc vont être soumis à de nombreuses sources de stress qui peuvent être des stress chimiques de différentes natures ou biologiques, physiques également. Donc, on va s'arrêter tout particulièrement aujourd'hui sur les stress de nature chimique. Et il apparaît nécessaire et important de pouvoir surveiller la qualité de ces masses d'eau pour mieux appréhender bien, quel effet peuvent avoir ces stress, non seulement sur la structuration, mais également sur le fonctionnement de ces écosystèmes, au regard de l'ensemble des services écosystémiques que ces derniers peuvent donner, hein, donc au travers de la biodiversité, de la potabilisation ou encore bien d'autres. Donc il apparaît nécessaire et
avoir des outils, hein, donc des démarches de surveillance qui puissent, alors j'avais noté efficaces, hein, qui puissent bien sûr identifier, permettre l'identification de ces différents risques associés à ces différentes expositions, mais aussi, si possible, avoir un caractère prédictif, hein, dans le temps pour éviter, autant que cela se peut, d'avoir des conséquences à des niveaux d'organisation biologique trop élevés qui rendraient donc les choses plus difficiles à remédier. Donc, dans ce contexte de surveillance de la qualité des masses d'eau, eh bien, avant de passer sur le volet bio, j'allais dire, eh bien, on a des démarches possibles au niveau d'analyse. Hein, donc, il y a tout un volet possible d'analyse chimique, donc de la recherche de ces molécules dans les différents compartiments composant ces écosystèmes aquatiques, hein, eau, sédiments, et bien sûr, j'aurais pu rajouter le biote, je vais y revenir bien sûr juste après. Donc l'intérêt de toutes ces analyses, et surtout si on va sur des aspects ou des approches non ciblées, donc permettant une détection la plus large possible de ce qui peut être présent dans les différentes matrices, eh bien c'est que ces démarches vont permettre de renseigner le niveau et la diversité des contaminants qui peuvent être présents dans ces masses d'eau, dans ces milieux, dans ces effluents, donc dans les différentes structures aquatiques que l'on souhaiterait, dont on souhaiterait évaluer la qualité. Mais comme le présente le graphique ici sur la droite, eh bien, on voit que sur ces approches non ciblées, donc globales, eh bien, on a une détection, on a une quantification d'un très grand nombre de molécules et que les molécules d'intérêt dans le cadre réglementaire des CE, des intérêts ou les molécules importantes à suivre, d'intérêt écologique, de la watchlist, eh bien, ces molécules-là représentent un nombre assez réduit de ce qu'on peut observer d'un point de vue réglementaire. Et donc, la grande majorité des molécules qui peuvent être détectées dans les milieux ne sont pas incluses dans les différents textes réglementaires. Donc ça peut apparaître comme une certaine limite. Et puis une seconde limite, eh bien, c'est que on a une identification, hein, donc de l'exposition, de tout ce qui peut être présent dans le milieu de vie des organismes, mais ça renseigne pas ou peu, on va dire, sur les effets, en l'occurrence les effets toxiques qui peuvent être associés à ces niveaux d'exposition. Alors, si, en complément, bien sûr, on va pouvoir s'intéresser aux biotes, donc aux organismes qui vivent dans ces milieux, en l'occurrence, ou qui ont pour milieu de vie les milieux aquatiques. Et donc, une des premières réponses, mais sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, c'est tout simplement la mesure de la bioaccumulation, donc c'est-à-dire de mesurer cette fraction des molécules, des contaminants qui est capable de passer cette barrière biologique et donc susceptible d'avoir un effet toxique sur les organismes. L'autre paramètre sur lequel on va s'attarder un tout petit peu plus juste après, eh bien, c'est de prendre en considération la mesure des effets, la réponse du biote pour en évaluer la toxicité, donc de son milieu de vie ou de la fraction à laquelle il a été exposé ou du compartiment auquel il est exposé, que ce soit de l'eau, du sédiment ou encore un effluent. Donc, c'est vraiment en parallèle et en complément de tous les aspects d'analyse chimique, de prendre en considération cette réponse biologique. Et donc, ça va être, on va pouvoir inclure ça dans tous les outils biologiques utilisables pour faire la biosurveillance, pour évaluer la toxicité d'une masse d'eau ou d'une structure aquatique ou encore d'un effluent. Alors, dans ce contexte de biosurveillance, pour présenter un peu les choses, bon, il y a un très grand nombre d'outils de différents types. Il m'est apparu ici plutôt intéressant, non pas de faire une liste exhaustive, je n'y serais pas arrivé, mais ou de présenter les outils les uns après les autres, mais plutôt de voir à quel niveau ils pouvaient être intégrés et de montrer qu'il y avait des outils qui se basaient à différents niveaux d'organisation biologique, qui permettent de couvrir toute cette gamme de niveaux d'organisation biologique, du niveau moléculaire jusqu'au niveau populationnel et des communautés. Alors forcément, une fois
que l'on rentre les choses de cette manière, eh bien, il apparaît évident que, en fonction du niveau d'organisation biologique au niveau duquel s'inscrit la réponse d'intérêt dans le bioessai, eh bien, celui-ci va lui octroyer une certaine pertinence écologique qui sera d'autant plus élevée que l'on va s'intéresser à des niveaux donc, de la population ou de la communauté, mais aussi un intérêt toxicologique, donc d'identification du mode d'action et donc de précision de l'effet quand on ira plus proche du niveau moléculaire. Donc tout ceci, forcément, après, peut conditionner le choix en fonction des questions posées, des matrices ou des masses d'eau à suivre, et bien de l'outil que l'on souhaite utiliser par rapport à la question posée initialement. En parallèle de ça, il est aussi important eh bien, de repréciser que, en fonction de ce niveau, et donc du niveau d'organisation biologique considéré, et donc de l'outil qui en découlera, eh bien, on va avoir soit une rapidité de réponse, et donc en lien avec l'acquisition de données qui va être plus courte, soit une acquisition de réponse qui va être plus longue, mais aussi qui manifestera des effets qui arriveront à plus long terme. Donc là aussi, à nouveau, pour les aspects ou les approches plutôt au niveau populationnel, voire communautaire. Donc une fois qu'on a dressé, je vais dire, un petit peu ce schéma en fonction du niveau d'organisation biologique sur le court terme d'acquisition de données, le plus long terme, la pertinence écologique ou la pertinence toxicologique, eh bien, on peut observer différents types d'approches, différents outils, alors qui peuvent s'appliquer plutôt en milieu in situ ou plutôt en laboratoire, en testant les matrices en laboratoire. Donc, bien sûr, ce découpage ici n'est pas strict. La liste qui va en être apportée ici n'est pas exhaustive, mais a pour but de montrer un petit peu la diversité des outils qu'il peut y avoir. Donc, au niveau population et communauté, on peut citer notamment les approches de type SPIR, donc avec des approches plutôt biocénotiques, fonctionnalités sur la capacité, la tolérance de certaines espèces. On va retrouver un peu le même type de schéma au niveau des approches PICT, cette fois-ci dédiées plus sur des communautés de type biofilm et qui permettent, après les avoir recueillis in situ et testés en laboratoire, permettent de mettre en évidence des biofilms, des communautés qui auraient acquis une certaine tolérance à telle ou telle molécule ou tel composé, et donc permettre comme ceci de traduire leur exposition chronique du milieu où ils viennent. On va pouvoir, si on descend dans les niveaux d'organisation biologique, avoir des approches, des outils qui se basent sur le comportement des organismes, et donc que ce soit des outils qui peuvent s'appliquer in situ, alors directement dans le milieu, ou de façon ex situ en dérivant l'eau des milieux que l'on souhaite suivre. Donc ça a un intérêt de pouvoir réaliser des mesures, des suivis en continu des organismes, et donc qui permet de répondre comme ceci, enfin de suivre, d'évaluer en continu ce qui peut se passer au niveau des masses d'eau. Donc ça va être pour le niveau individuel des exemples de choses qui peuvent se passer in situ, et bien sûr en laboratoire avec des réponses en point final, donc de mortalité, de croissance. Eh bien, un très grand nombre de bioessais peuvent exister sur un grand nombre aussi d'espèces, que ce soit des crustacés, des poissons à différents stades de cycle de vie, mais aussi des algues. Donc là aussi, un grand nombre de bioessais avec des réponses au niveau individuel. Si on descend un petit peu plus au niveau de l'organisation biologique, là aussi, on va avoir un très grand nombre de bioessais, alors in vivo, in vitro, avec des gènes rapporteurs qui vont cette fois-ci permettre davantage de traduire l'exposition des organismes à des molécules au regard de leur mode d'action, donc associé aussi possiblement à des approches de fractionnement des extraits en les retestant, et bien permet comme ceci une identification ou une approche à l'identification des molécules
qui peuvent poser souci en termes de présence ou de toxicité. Donc là, on va avoir des aspects, des approches qui vont être, je veux dire, plus au laboratoire, exclusivement au laboratoire. On peut avoir des outils un peu similaires, à des aspects au niveau moléculaire, mais plus avec une approche in situ, donc avec tout ce qui va être les biomarqueurs. Donc là, qui vont pouvoir aussi cibler un type d'effet, type génotoxicité, neurotoxicité, immunotoxicité. On peut avoir de la reprotoxicité, donc aussi, il y a toute une large gamme de réponses qui peuvent être suivies au niveau de différentes espèces, donc sauvages, et qui peuvent se faire dans des contextes différents, donc soit des approches qu'on appelle dites passives, donc avec l'étude d'organismes qui sont prélevés directement sur leur milieu de vie, et ou des aspects plus, des approches dites actives, où là, on prend des organismes de populations bien contrôlées qui sont transplantés sur leur milieu, sur les sites ou les masses d'eau que l'on souhaite étudier. Et donc, dans ce cas-là, forcément, on peut améliorer la lecture de la réponse de ces biomarqueurs, mais ça n'a pas la même représentativité d'un point de vue écologique que sur les aspects d'approche passive. Alors, sur ces biomarqueurs, eh bien, on peut avoir un nombre assez important de réponses qui peut être mesurées simultanément sur les organismes. Donc, on a toute une approche possible d'intégration de ces réponses en un indice unique qui permet d'évaluer l'état toxique, enfin, la toxicité, l'écotoxicité d'une masse d'eau, d'un effluent. Et donc, plus l'indice va être élevé, plus ça veut dire que l'organisme aura répondu à la qualité de son milieu. Donc voilà, en quelques mots sur le temps qui m'était imparti, une présentation de quelques approches, donc choisi d'organiser ça par rapport au niveau d'organisation biologique considéré, et donc la représentativité d'un point de vue écologique et toxicologique. Merci. Eh bien, merci pour cette présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur cet exposé, donc on pourra y revenir après si vous avez des questions spécifiques, et on va laisser la parole à Olivier Perceval. Vous voyez bien ce qui est affiché à l'écran? Oui. Oui, très bien. Donc, je vais vous présenter ici les résultats d'une enquête qu'on a réalisée. Alors, c'était l'année dernière en partenariat avec le Carnot Environnement, et notamment plus particulièrement Elisabeth Vidal, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et qui visait finalement à constituer un retour d'expérience des utilisations de ces outils, de ces approches qui vous ont été présentées par Alain précédemment. Et également de recueillir finalement des besoins, soit en matière de démonstration, d'études de démonstration selon différents contextes, ou alors des besoins d'études ou de connaissances ou de complémentaires qui permettraient finalement de rendre ces outils encore plus opérationnels et leur permettre de répondre au mieux aux besoins des opérationnels de terrain. Alors, donc cette étude, déjà quelques chiffres en termes de volumétrie. Alors l'enquête a été réalisée sous format finalement de l'envoi de questionnaires à différents utilisateurs potentiels de ces outils de biosurveillance. Et finalement, sur l'ensemble des questionnaires qui ont été envoyés, on a eu 14 structures qui nous ont répondu et qui finalement nous ont présenté, nous ont détaillé 27 cas d'études en lien alors avec différents contextes d'utilisation qui sont identifiés dans cette diapositive. Alors déjà, qui a répondu? Alors, on souhaitait avoir une bonne représentativité finalement de la diversité des utilisateurs de ces méthodes. Alors, on a eu essentiellement des réponses de la part des entreprises de l'eau, des services publics de l'eau ou des syndicats mixtes, des industriels, des collectivités et à la marge quelques agences de l'eau. Et finalement, ce qui nous a été rapporté par les personnes qui ont été interrogées, donc par ces structures, ce sont des utilisations, alors essentiellement pour
la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu. Donc ça, c'est vraiment en lien direct avec un des contextes d'utilisation qui se rapproche plus particulièrement d'un appui finalement à la mise en œuvre des programmes de surveillance de la DCE, qui visent à évaluer l'état, à la fois l'état chimique et l'état écologique des masses d'eau. Également, un autre contexte d'utilisation assez largement rapporté fait plutôt référence ici à l'évaluation de l'impact d'un rejet sur, enfin, d'un effluent aqueux, pardon, sur le milieu récepteur. Également, des utilisations se rapportant à l'évaluation des performances des procédés de traitement. Et puis, de façon peut-être un peu plus confidentielle, on a eu d'autres contextes d'utilisation qui nous ont été rapportés, notamment, je pourrais citer entre autres, la recherche des causes de la non-conformité, finalement, de la toxicité de certains rejets ou effluents aqueux, l'identification des sources d'émissions à l'échelle d'un bassin versant, donc à large échelle, également d'autres contextes qui nous ont été rapportés, comme l'évaluation de la qualité de la ressource en eau pour des fins de potabilisation. Et puis, on peut aussi citer marginalement l'évaluation de la qualité des rejets des eaux usées traitées pour des fins de réutilisation, notamment dans un contexte agricole. Donc, sur l'ensemble des structures, alors tout le monde, tous les utilisateurs, hein, tous les opérationnels se sont accordés sur l'intérêt donc de ces méthodes, de ces outils donc issus de l'écotoxicologie, notamment en complément des approches qui sont plus traditionnellement utilisées dans le cadre de la surveillance de la qualité des rejets ou des milieux récepteurs ou des eaux de surface. Il faut savoir que quand même, ce qu'on a constaté par cette enquête, c'est que finalement, le niveau d'appropriation de ces outils était quand même relativement limité, puisque seulement 10% des répondants nous ont déclaré avoir intégré ces outils dans leur dispositif de surveillance en routine pour répondre à des besoins courts. Autre intérêt donc de cette enquête, c'était on voulait avoir une cartographie, enfin une idée plus précise des outils qui étaient les plus fréquemment utilisés pour répondre effectivement aux questions se posaient ces opérationnels. Alors ici, vous avez les résultats finalement de par rapport aux outils qui sont les plus fréquemment utilisés. Alors on a essentiellement le recours à des outils. Alors ça c'est pour tout contexte d'utilisation considéré. Alors on a à la fois des outils qui traduisent une toxicité générale, soit d'un effluent, soit d'un échantillon environnemental, que ce soit de l'eau ou du sédiment, à la fois avec le recours à des essais à court terme, des essais aigus ou des essais chroniques pour évaluer la toxicité à long terme. Et puis ici, vous avez finalement ce qui est indiqué, c'est à quel groupe taxonomique finalement se rapportent ces différents essais. Et là, on constate qu'on a quand même finalement, majoritairement, on a des essais qui sont réalisés sur invertébrés et puis des essais qui sont réalisés sur producteurs primaires, que ce soit des algues ou des plantes aquatiques, et puis aussi des micro-organismes. Et puis, on a des essais qui sont plus spécifiques de mode d'action. On constate que majoritairement, en grande partie, en tout cas de ce qui nous a été rapporté, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux activités de type perturbation endocrinienne, puisque pour ces bioessais spécifiques, on rapporte essentiellement finalement différents outils en lien avec cette question de la détermination soit des effets PE, soit de l'activité endocrinienne. Et puis, plus marginalement, des utilisations rapportées par rapport à certaines méthodes qui nous permettent de caractériser des toxicités en continu, des mesures de toxicité en continu, également des méthodes biologiques déployables sur le terrain, c'est ce qu'évoquait Alain précédemment, avec dans le cadre d'approches de biosurveillance active. Maintenant, ce qui était aussi intéressant ce qu'on a pu constater, enfin ce qui nous intéressait, c'était de savoir sur quelle base finalement avaient été sélectionnées ces méthodes biologiques pour répondre
aux différentes questions que se posent les opérationnels. Alors ici, vous avez dans le diagramme qui figure ici dans le cadran inférieur droit de la diapositive, quelques critères, quelques éléments qui finalement nous ont permis d'identifier, qui permettent d'identifier donc les principales raisons d'utilisation de telle ou telle méthode biologique. Alors on se rend compte que essentiellement ce qui est recherché dans les outils qui sont utilisés, qui sont déployés, c'est d'avoir une pertinence écotoxicologique la meilleure possible, hein. Également des questions par rapport au recul de l'interprétation des résultats. C'est-à-dire que bien souvent, les méthodes sélectionnées ont été finalement en capacité, on associait donc à ces méthodes, hein, on avait des référentiels d'interprétation des résultats qui pouvaient être mobilisés pour pouvoir interpréter finalement les résultats de ces essais. Également, la nécessité, en fait, un des critères aussi qui rentrait en ligne de compte, c'était d'avoir une réponse bien définie et sans ambiguïté, notamment par rapport à la question de la qualité, donc soit des effluents, soit des échantillons environnementaux vis-à-vis de la présence, donc de l'exposition à des contaminants chimiques toxiques. Et finalement, ce dont on se rend compte également, c'est que l'aspect standardisation, normalisation du protocole d'essai n'était pas le facteur, on va dire, prépondérant. Alors, également, les personnes interrogées, les opérationnels donc, qui ont répondu à ces questionnaires, nous ont remonté un certain nombre de verrous scientifiques et technologiques qui limitaient encore l'utilisation beaucoup plus générale de ces méthodes. Et en fait, les freins identifiés rentrent dans 3 grandes catégories. Force est de constater déjà dans un premier temps qu'il y a actuellement peu d'incitatifs réglementaires pour une utilisation de ces méthodes biologiques, notamment dans le cadre de la DCE. On sait que ça change pas mal, ça évolue, peut-être un petit peu lentement, mais ça commence à évoluer par rapport à la question des rejets industriels, avec notamment la mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles, et dans certains secteurs, la possibilité d'utiliser de certains bioessais. Également, ce qui nous a été rapporté, et ça c'est vraiment un cas très général, des difficultés d'interprétation des résultats, notamment vis-à-vis d'un risque encouru par les communautés biologiques. Également, et ça c'est un point névralgique, les opérateurs nous ont également dit que ces outils, s'ils devaient être utilisés en supplément de ce qui est demandé, on va dire, dans le cadre de la réglementation, c'est-à-dire la mesure de substances, soit dans les rejets, soit dans les autres surfaces, il s'agissait de maîtriser donc les coûts, hein, par rapport à cet effort supplémentaire et finalement à l'utilisation en supplément ou en complément de méthodes biologiques. Donc, ce qu'ils nous ont mis en avant, c'était vraiment la nécessité d'avoir des méthodes de déploiement, des stratégies de déploiement optimisées et complémentaires vis-à-vis des analyses chimiques. Finalement, en conclusion, alors après j'en aurai fini, les opérationnels nous ont aussi fait remonter des besoins de démonstration. Alors je ne vais pas tous les lister ici, hein. On voit qu'à la fois on a une nécessité de démontrer l'intérêt de ces approches par rapport notamment à les méthodes plus classiques d'évaluation dans une grande diversité de contextes, hein. Ça va depuis les diagamons, hein, donc avant dans le réseau, on va dire, dans le réseau de collecte. Également l'évaluation des performances des traitements avancés, de la toxicité des eaux brutes en vue de leur potabilisation, la question aussi des impacts des rejets urbains par temps de pluie, et puis jusqu'à finalement l'évaluation de la qualité des milieux aquatiques. Et en complément, nous ont été également remontés donc, des besoins en termes d'études et de recherche pour lever, hein, finalement les verrous scientifiques et techniques qui vous ont été présentés dans la diapo précédente, finalement, notamment la nécessité d'avoir des études qui permettent d'établir des comparaisons systématiques entre outils, hein, à la fois ce qui relève du in vitro, du in vivo, donc du spécifique et puis de méthodes traduisant une toxicité générale, de l'aigu versus le chronique, et pour évaluer finalement in fine
les performances relatives de ces méthodes et ne sélectionner que les méthodes qui semblent les mieux appropriées, les plus pertinentes pour les contextes d'utilisation visés. Également, nécessité de proposer des batteries pertinentes, optimisées, adaptées à chaque contexte d'utilisation et puis, on va dire, qui sont acceptées par l'ensemble des acteurs. La question des protocoles, je n'y reviens pas, hein, encore une fois, besoin de stratégies de déploiement, de stratégies d'analyse les plus coûts efficaces possibles, notamment en matière d'informations qu'on va retirer de ces déploiements. La nécessité de mieux faire le lien entre chimie et biologie, puisqu'on nous a dit, effectivement, hein, c'est intéressant d'avoir une idée de la toxicité globale de tel ou tel effluent. Par contre, nous, il nous faut finalement des éléments également qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux rechercher les causes de cette toxicité pour pouvoir in fine, agir au niveau des rejets et d'identifier le paramètre ou les paramètres qui sont responsables de la toxicité observée. Et puis, encore une fois, d'aller plus loin. Alors, je sais que ça existe déjà, hein, il y a déjà des efforts qui ont déjà été faits pour pas mal de ces méthodes, mais on a besoin de développement supplémentaire s'agissant des référentiels d'interprétation des résultats et surtout des référentiels partagés et reconnus par les autorités compétentes et qui ont effectivement notamment une signification en matière de risque pour les écosystèmes. J'en ai fini pour ma part. Donc, je vais arrêter le partage. Peut-être qu'on va enchaîner directement avec la dernière présentation et on pourra discuter un peu des questions du chat à la fin. On me pose la question des pays d'Europe, donc on a déjà un premier exemple avec la Suisse, donc je laisse Benoît discuter, présenter. La Suisse n'est pas européenne. Hein. Ah, on est au milieu. On est ouvert. Ouais, L'Europe physique quand même. Physique, voilà, vous êtes quand même en Europe. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais on s'inspire beaucoup, effectivement, de ce qui est fait à l'Europe. J'espère que vous voyez la présentation. C'est bon. C'est tout bon? Ok, donc voilà, oui, on s'inspire beaucoup de ce qui est fait à l'échelle européenne et de nos voisins allemands et français, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de similitudes que vous allez retrouver dans cette présentation avec celle d'Alain et Olivier. J'avais envie de vous poser un petit peu le décor de ce qui est fait en Suisse aujourd'hui, essentiellement, si ça marche. Voilà. Essentiellement de comment on envisage l'évaluation de la qualité des milieux, particulièrement de notre côté, on utilise ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la petite DCE, qui est pour nous le système modulaire gradué suisse, le SMG, que vous allez retrouver, qui a pour objectif donc d'apprécier la qualité des cours d'eau et aider les cantons à prendre des décisions sur comment gérer les écosystèmes eux-mêmes. Donc il est basé sur quelques modules, dont un module qui recoupe l'écomorphologie, l'hydrologie, un module qui est plutôt lié à la biologie en utilisant les indices déjà existants et en partie calés sur ce qui existe déjà en Europe, et puis un autre module qui correspond à celui de l'analyse des nutriments, de la chimie, avec la comparaison à des normes de qualité environnementale qu'on appelle critères de qualité environnementale chez nous, et puis une partie qui correspond à l'écotoxicologie. Alors, ça correspond à l'écotoxicologie, mais ça a mis du temps avant d'apparaître et d'être utilisé, ou en tout cas les recommandations qu'on en a faites. Et on est parti plutôt d'une évaluation qui reste sommaire, avec l'utilisation ou la proposition d'un rapport d'experts qui permet d'utiliser, de mettre en place cette évaluation sommaire qui est basée essentiellement sur essayer de voir les effets des substances qui inhibent la photosynthèse présentes donc dans ces milieux, et également les substances à activité œstrogénique, donc où on regarde donc la mesure de la photosynthèse et de l'activité estrogénique pour quantifier donc cette inhibition. Et donc, les résultats sont convertis en équivalent bioanalytique
Et ces équivalents bioanalytiques sont déterminés par les bioessais ou par l'analyse chimique, sont comparés avec des critères de qualité relatifs plutôt à la pollution chronique. Et en 2015, donc, il y avait ce rapport d'experts et parallèlement, il y a eu un gros travail qui a été fait sur un rapport permettant de lister un certain nombre de bioessais qui seraient susceptibles de pouvoir être utilisés et accompagner donc cette évaluation de la qualité des milieux avec donc des recommandations. Ce rapport est disponible depuis 2015, mais depuis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres outils qui sont apparus. On est aujourd'hui en 2023, 8 ans après, la recherche a avancé, le développement de nouveaux outils finalement est apparu et ça a permis de compléter cette recommandation. Alors, on n'a pas fait un update du rapport, mais on s'en est servi pour aller plus loin dans la démarche. Alors, ce qui est extrêmement important et pourquoi on a fait aussi cette démarche sommaire, c'est qu'il y avait une forte demande à un moment donné pour la normalisation et aujourd'hui, les tests disponibles pour l'activité oestrogénique sont normalisés, donc utilisables par les cantons. La même chose est en train de se passer pour le test algues spécifique de la photosynthèse et l'inhibition donc du photosystème 2, où là, on participe à un groupe de travail qui pousse à cette normalisation et il devrait y avoir une nouvelle proposition de ce test qui devrait sortir d'ici quelques mois, peut-être. Et bien entendu, également pour la partie équivalent bioanalytique, une norme est également sortie, ce qui permet d'harmoniser finalement le calcul de ces équivalents bioanalytiques. Et puis, pour tout ce qui n'est pas encore normalisé, il y a eu des propositions de seuil d'effet sur lesquelles on se base pour tout un ensemble de bioessais. Donc, je parlais justement un petit peu de ces nouveaux essais, de toutes ces choses qui sont arrivées. Et nous, depuis 2015, en fait, on a quelques enseignements qu'on a pu retirer ces dernières années, à savoir, comme je l'ai dit auparavant, un besoin crucial de normalisation des outils pour les promouvoir plus facilement. Ça, c'est quelque chose qui est remonté de la part des opérationnels en Suisse. Et puis différents challenges à relever pour aller vers une biosurveillance plus opérationnelle, hein, notamment proposer des batteries de tests adaptées selon les objectifs d'étude. Donc là, vous allez retrouver des similarités avec ce qu'a raconté Olivier juste dans la présentation précédente. De proposer un cadre d'interprétation pour les gestionnaires qui est d'interprétation des résultats, j'entends, qui est extrêmement important pour les gestionnaires, à la fois à l'échelle du test, de la batterie de test, mais aussi des approches d'évaluation intégrées, que ce soit intégrées avec des outils empruntés à la chimie, l'écotoxicologie ou la bioindication. Donc, effectivement, finalement, si on obtient des réponses, comment on les intègre tout ensemble pour avoir un meilleur diagnostic de la qualité des milieux et diminuer l'incertitude sur ce diagnostic-là. Développer un réseau d'experts fournissant une aide aux gestionnaires, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort et donc en Suisse on se dote de plusieurs plateformes qui permettent d'aider justement à aller plus loin sur ces questions, qu'elles soient de chimie, de bioindication et d'écotoxicologie, c'est une des missions du centre Ecotox. Des groupes de travail et puis des groupes de sensibilisation justement pour aider les opérationnels à franchir le pas et à utiliser ces outils qui pourraient les aider un peu plus à mieux évaluer la qualité de leurs écosystèmes. Bon, bien sûr, on va toujours plus vers de nouveaux outils qui sont pertinents pour la plupart, mais on a besoin de les tester et de tester particulièrement leur caractère opérationnel avéré, ce qui, bien sûr, met en face des notions de coût d'utilisation par rapport aux informations que l'on peut en retirer dans ces diagnostics-là.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de batterie de test. Dernièrement, de notre côté en Suisse, de l'autre côté de la frontière, il y avait une demande de l'Office fédéral de l'environnement, donc l'OFEV ici sur la slide, de pouvoir étendre la batterie la batterie de bioessai qu'on avait essayé de mettre en place pour une évaluation sommaire et de tester cette batterie-là à l'échelle de la Suisse dans différents cantons, différentes rivières. Et l'idée, c'était de tester cette batterie pour qu'à la fin, on puisse avoir un recul sur l'utilisation de cette batterie, qu'est-ce qu'elles ont pu apporter et vers quel type de batterie on pourrait utiliser. Et bien sûr, avec une contrainte, c'est finalement de se servir, de se servir de l'existant en termes de normalisation et également en termes ou de tests qui peuvent être validés et proches de la normalisation, ou en tout cas des tests qui sont validés et qui sont utilisables et dont on peut harmoniser les protocoles d'utilisation. Alors la batterie qui avait été testée regroupait à peu près 14 bioessais pour environ 25 réponses biologiques suivies qui couvraient à la fois des tests in vitro et in vivo. In vitro pour regarder la toxicité générale cellulaire, le stress oxydatif, tout ce qui est métabolisme des polluants, régulation hormonale également et effets mutagènes. Pour les tests in vivo, plutôt basés sur la croissance et la reproduction des invertébrés, ou encore le développement de l'embryon de poisson. À cela s'est rajouté également, profitant de cette vaste campagne en Suisse, de rajouter des tests sur sédiments, puisqu'il y a aussi cette notion que l'on pousse de plus en plus de ne pas dissocier ces compartiments et de regarder non seulement l'eau, mais également ce que pourrait apporter le sédiment en termes d'impact ou d'effet sur la qualité de ces écosystèmes-là. L'idée était aussi de poursuivre et d'utiliser ces seuils basés sur les effets, et donc afin de pouvoir calculer des risques basés sur les effets biologiques que l'on pourrait comparer, que l'on a pu d'ailleurs comparer avec les risques basés sur l'analyse chimique et risques basés essentiellement avec une approche mixture et pour aller plus loin, une approche mixture qui était dépendante des groupes taxonomiques, c'est-à-dire plantes, invertébrés, vertébrés. Ils essayaient de dissocier cela et pour avoir une meilleure comparaison entre les effets obtenus à l'aide de la batterie et les substances suivies au cours de ce monitoring. Donc, à la fin, comme je le disais, ça devait venir à une proposition d'une batterie d'essais biologiques adaptée. Donc, on est encore en train de travailler là-dessus. Vous pouvez trouver l'ensemble des résultats dans une revue qui s'appelle Aqua and Gas. Si vous voulez, je pourrais vous donner les références plus tard, ou encore sur le site du Centre Ecotox, où vous pourrez trouver toutes ces informations-là. Et parallèlement à cette étude, bien sûr, on continue à développer, à valider des outils innovants. Alors, je pense que Alain a fait une bonne présentation des outils qui étaient existants. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste en donner quelques-uns sur lesquels on travaille, notamment pour l'analyse chimique dirigée par les réponses biologiques, donc la fameuse EDA, approche EDA. Où là, on pousse à un couplage chimie-biologie avec des bioessais, par exemple, sur plaques de chromatographie en couche mince. L'idée, c'est d'éluer donc les échantillons et ensuite de sprayer avec les micro-organismes utilisés dans les tests in vitro. Vous avez deux exemples ici avec le test IS et le SES UMU test. Et dès lors que les petites bandelettes finalement s'allument, à ce moment-là, on peut récupérer la bandelette et puis coupler avec une analyse chimique en haute résolution pour aller chercher les substances qui pourraient causer ces effets et donc orienter un peu plus le diagnostic des milieux.
Un autre exemple est celui de la mesure de l'expression des gènes, mais cette fois-ci à haut débit. Donc, beaucoup de développements sont faits pour sur l'expression des gènes utilisés comme biomarqueurs. On est encore dans le développement de tout ça, mais ici, on a essayé de pousser pour un côté opérationnel à utiliser des mesures de biomarqueurs plutôt à haut débit en travaillant sur une puce qui permet de faire de la RT-qPCR microfluidique et qui permet de coupler un grand nombre d'échantillons et un grand nombre de biomarqueurs en même temps. Et vous voyez par exemple l'exemple ici où en couplant à l'aide de cette puce 96 biomarqueurs avec 96 échantillons, ce qui permet de générer en un run finalement 9216 réponses à interpréter bien sûr. Et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour essayer de mieux renseigner sur les effets. Un autre, finalement, outil vers lequel on se dirige de plus en plus aussi, c'est d'essayer d'intégrer les fameux NAMS, donc les New Approach Methodologies, donc en utilisant des approches plutôt de tests cellulaires, avec un gros travail ici qui est fait à l'EAVAG, avec donc 3 types de cellules, par exemple des cellules de cerveau, des cellules de branchies ou des cellules intestinales. Et l'idée, c'est d'intégrer ce type d'outils également dès lors qu'ils seront normalisés. Et d'ailleurs, pour justement cette souche sur la truite arc-en-ciel, une norme ISO vient de sortir justement pour ça, et donc ça pousse, ça aide les opérateurs, les opérationnels finalement, à les intégrer et de pouvoir les utiliser pour, comme alternative également aux tests sur les animaux, de pousser vers donc ce type d'outils dans le futur. Voilà, si on parle d'outils innovants, il faut parler de couplage d'outils également innovants pour répondre à des questions d'altération du statut écologique et des causes liées à la présence des substances chimiques. Donc finalement, c'est un peu le Graal à la fin, c'est d'avoir finalement de compléter l'approche qui est actuellement plutôt liée à l'état des masses d'eau par une surveillance holistique et orientée plutôt vers des solutions pour contribuer en même temps à établir des liens avec l'état écologique et orienter les gestionnaires de cette manière-là. Et je terminerai juste sur cet exemple qui a été fourni déjà en 2018 dans la publication dont vous retrouvez le lien ici, où là, on couple différentes approches et des approches assez innovantes finalement dans la surveillance de la chimie, dans l'analyse d'EDA telle qu'on a parlé, et puis la surveillance des effets de la contamination, pour préciser un peu plus finalement les causes de contamination et aller un peu plus vers aider un peu plus les gestionnaires dans les comment dire de ce qu'ils doivent faire, les orienter dans ce qu'ils doivent faire pour améliorer la qualité des écosystèmes. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, on a un peu dépassé le temps, mais on va commencer à répondre à vos questions. Bénédicte, tu veux prendre la parole pour poser des questions? Il y avait les questions sur le chat. Donc, la première question, c'était pour Alain, de savoir est-ce qu'il y a des tests adaptés au milieu saumâtre? Alors, des tests adaptés au milieu saumâtre. Alors, je pense qu'en effet, c'est pas là qu'il doit y en avoir le plus. Moi, j'ai en mémoire là peut-être un test sur une algue, croissance algale, qui est une algue aussi bien marine que saumâtre, Céramium. Donc voilà, c'est des aspects par rapport à des matrices qui proviendraient de milieu saumâtre. Après, en fait, ça dépend un petit peu les approches souhaitées, parce que si c'est à partir d'extraction de matrices, donc là, je pense qu'il y a pas mal d'ouvertures, que ça vienne de milieu saumâtre ou autre. Et puis, en effet, sur un microcrustacé Tigriopus aussi, je pense qu'il doit y avoir des essais sur ce type d'approche, sur ce type d'organisme.
Pour tout ce qui va être volé, donc là c'est plutôt bioessai, tout ce qui va être volé biomarqueur, bah voilà, ça va être, il y a des choses qui peuvent se faire en fonction des espèces présentes sur ces sites. Bon, la moule bleue peut remonter un peu en désalure, donc il y a peut-être des choses qui peuvent se faire sur ce type de modèle, un type de biomarqueur. Donc après c'est pas limitant sur les biomarqueurs, ça va être vraiment en fonction des espèces. Voilà, en espérant avoir à peu près répondu. Super, merci. Mais c'est vrai que l'Osomate, c'est sûrement pas là qu'il y a le plus de types. Après, on avait une question pour Olivier. Donc, est-ce que les réglementations en vigueur dans le domaine, alors elle a disparu, dans le domaine de l'eau, donc eau potable, réoute, ressources, rejets ou usés dans les milieux aquatiques, etc., exigent ou suggèrent l'utilisation des outils présentés? Il y avait une question complémentaire, donc je vais la donner en même temps, qui était quelles sont les obligations réglementaires bioessai dans le cadre de l'évaluation de la qualité des eaux superficielles et souterraines et quel type de tests et de matrices? Oui, alors effectivement, les ambitions sont quand même pas très élevées hein, par rapport à. En tout cas, nous, ce qu'on avait poussé au niveau national lors du réexamen de la DCE, on avait effectivement identifié une fenêtre de tir pour vraiment faire la promotion de ces méthodes-là, qui permettent de pallier les insuffisances des méthodes actuellement utilisées pour évaluer notamment l'état chimique. Alors, il se trouve quand même que dans la proposition actuelle, en tout cas de la Commission européenne, qui est faite au Parlement, mais également au Conseil de l'Europe, donc il y a un trilogue qui se met en place pour la révision de la directive FI-NQE. Et dans cette révision, ce qui est prévu, alors c'est vraiment un exemple hein, parmi tant d'autres, mais c'est une surveillance, la possibilité qui est laissée aux États membres de mettre en place une surveillance de certaines molécules à enjeu. Alors, on parle plus particulièrement des œstrogènes stéroïdiens se baladant dans les, qui viennent des rejets, mais qui se baladent également dans les eaux de surface, via certains tests qui permettent de détecter ces activités. Et donc, en première étape, on aurait cette détection d'activité à l'aide de sondes biologiques. Et derrière, une fois que un seuil est dépassé, finalement, qu'il y ait une alerte hein, qui se manifeste, on aurait des analyses chimiques pour rechercher quelles sont exactement les substances chimiques responsables de ces activités de type PE, œstrogène mimétique. Super. Et après, il y avait une question, ouais, Adèle l'a mentionné rapidement tout à l'heure, sur quels sont les pays les plus actifs dans l'utilisation des bioessais Europe et hors Europe. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Hors Europe, la Suisse, j'ai envie de dire. Donc, je ne peux pas répondre pour les autres, mais je sais qu'en Allemagne, les tests Ecotox sont même intégrés dans la législation pardon, depuis pas mal d'années. Je crois même que ça date des années 80, me semble-t-il, pour l'évaluation de la qualité des effluents de stations d'épuration. Donc, ça commence à rentrer, c'est rentré dans la législation. Un autre pays, tu me corrigeras, Olivier, et Alain certainement, je crois que l'Italie également est en train de pousser très fortement à l'utilisation des bioessais actuellement, de plus en plus, non seulement sur l'eau, mais également sur les sédiments. Ouais, peut-être pour compléter, effectivement, l'Allemagne a intégré certaines méthodes dans le contexte que tu cites, mais également aussi, et nous, c'est aussi, on est dans le même cas, hein, par rapport à la directive IED, le contrôle de rejets industriels dans certains secteurs avec des brefs qui recommandent l'utilisation de méthodes biologiques, alors qu'ils sont des méthodes biologiques assez classiques. On est vraiment sur des tests plutôt qui traduisent une toxicité générale de ces effluents aqueux en tenant compte des différences de sensibilité des espèces. Donc, il y a une algue, il y a un crustacé, je pense qu'il y a un modèle vertébré également, peut-être un faîte, j'ai Oui, je crois. ça en tête. Mais voilà, mais nous aussi, de toute façon, on y vient au niveau français,
avec toujours la question non pas d'identifier tel ou tel test, mais maintenant on est vraiment sur les stratégies de mise en œuvre de ces essais, avec toujours derrière un souci de maîtriser les coûts finalement de cette surveillance. Et justement, sur le coût, il y avait une question sur le coût de la biosurveillance par rapport aux analyses chimiques. Ça c'est la question Ouais. pour lesquelles on n'a pas toujours les éléments, en tout cas factuels, hein, puisqu'il y a quand même assez peu d'études qui, dans le cadre d'une démonstration générale et de l'évaluation de l'apport donc de ces bioessais, de ces méthodes biologiques, par rapport aux approches classiques, hein, qui reposent encore une fois essentiellement sur des mesures de substances et de croisement avec des PNEC pour évaluer un risque finalement. Alors, sans donner de réponse, c'est l'objet justement d'un appel à projet qui a été lancé je fais une pub pour l'OFB, qui a été récemment lancé par l'OFB et qui vise justement à déjà dans une partie d'évaluer la complémentarité donc entre biologie et chimie, ce que la biologie nous apporte, ce que ces méthodes nous apportent en termes d'information, tout en ayant, encore une fois, en maîtrisant les coûts. Et ce qui est demandé, c'est finalement dans cette démonstration qui vise différents contextes d'utilisation, à la fois le contexte rejet, mais également le contexte appui à la surveillance de la qualité des eaux de surface, c'est d'avoir des analyses multicritères qui intègrent finalement le coût de déploiement et le coût d'analyse. Voilà, pour faire avoir quelques éléments peut-être un peu plus précis. Je complète un petit peu, c'est que nous, de notre côté, par exemple, les autorités, aujourd'hui, les autorités fédérales nous demandent de travailler également sur l'appréciation de ces coûts, justement, pour que ce soit le plus transparent possible pour les opérationnels. Mais je n'ai pas de réponse à apporter entre la différence entre la Chine et la biologie. Du coup, si on peut peut-être poser d'autres questions, Bénédicte? Ouais, ce qu'on va faire, peut-être, je vais laisser peut-être répondre dans le chat sur la question sur l'analyse des gènes de poissons sur puce, parce que peut-être c'est plus facile par chat. Et puis la toute dernière question sur les stratégies d'échantillonnage, puisqu'on a déjà pas mal pris de questions de madame. Peut-être je vais poser la dernière question. Quels sont aujourd'hui les industriels qui utilisent le plus les méthodes de biosurveillance, les entreprises de l'eau ou pas forcément? En tout cas, ils sont assez avancés, hein. En fait, la chose, l'élément, et ça on l'a vu à travers l'enquête, hein, encore une fois, qu'on a réalisée avec le Carnot Environnement, c'est que parmi les opérationnels qui maîtrisaient le mieux ces outils-là, c'était généralement en partie des entreprises de l'eau, parce qu'elles bénéficiaient finalement d'une participation à des programmes de recherche européens qui ont été financés dans le cadre du FP7, programme cadre, le dernier programme cadre en matière de R&D, et qui visait, je pense particulièrement au projet démo, hein, dont l'objectif était d'identifier des batteries d'outils capables de... Alors, c'était avec une entrée aussi traitement et potabilisation de la ressource, qualité des eaux brutes, en vue de potabilisation notamment. Et dès lors, ils ont pu bénéficier effectivement des connaissances qui ont été générées dans le cadre de ces projets, et ce qui a favorisé aussi une bonne appropriation de ces méthodes-là. Je pense que c'est important aussi. Si on veut que les opérationnels s'approprient ces méthodes, il faut effectivement les impliquer dans ce type de projet ou d'études de démonstration. Enfin, c'est mon avis. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux deux questions qui restera dans le chat, parce que normalement, si vous gardez le chat ouvert, notamment si vous avez l'appli, vous devriez avoir les réponses qui vont apparaître même une fois que le webinaire est clos. Et puis moi, je vais repasser la parole à Adèle pour clôturer le web café. Mais peut-être qu'Olivier peut très rapidement présenter le groupe de travail, sauf si Je suis en train de répondre au chat. Ok, d'accord. Parce qu'il y a un groupe de travail qui se monte à l'AST sur la biosurveillance, donc si vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez aller voir sur le site de l'AST et contacter les personnes qui sont
en contact. On n'a pas pensé à faire une slide de présentation. Mais peut-être qu'on peut quand même répondre à la dernière question sur l'échantillonnage. Je ne sais pas si très rapidement, parce que je pense que ça dépend un peu des questions. Enfin, je pense que c'est une question difficile à répondre comme ça, parce que ça doit dépendre de la question à laquelle on cherche à répondre. Mais je ne sais pas si, Alain, tu veux Oui, alors je sais une de réponse. regarder. C'est la dernière question. Quelle stratégie d'échantillonnage serait la plus pertinente pour la mise en œuvre de bioessais et biomarqueurs? Oui, bah oui, en fait, là, je pense que ça va être quand même pas mal dépendant de la question posée. Alors, moi, c'est vrai que j'ai plutôt un tropisme alors, pour les biomarqueurs et une application des biomarqueurs plutôt in situ. Donc, là, il n'y a pas forcément de stratégie d'échantillonnage, si ce n'est plutôt de la stratégie d'échantillonnage aussi si on fait du passif. Donc là, c'est en comparaison au bioessai, je ne mettrai pas forcément ça sur le même plan, dans le sens où la stratégie pour du bioessai, ça va être vraiment très, très dépendant de la question. Si c'est l'impact d'un rejet, ça va être un aval très, très classique. Donc voilà, non, je suis désolé, je ne réponds pas forcément peut-être précisément, mais peut-être qu'il manque un petit quelque chose pour savoir vers où ça va. Oui, c'est une question difficile à répondre comme ça, je pense. Ouais, mais peut-être que pour compléter ce que tu as dit, Alain, effectivement, c'est aussi l'objet et l'objectif, un des objectifs de l'appel à projet. Oui. C'est vraiment de préciser ces stratégies, puisqu'on sait que bon, pour certains contextes, hein, notamment l'impact d'un rejet, bon, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont déjà bien avancées. Par contre, pour l'évaluation ou l'appui à l'évaluation, à l'appui à la surveillance, pardon, de la qualité des milieux, c'est des choses qui sont quand même qui ont été moins explorées. Et donc, l'un des objectifs, encore une fois, de l'appel à projet, c'est d'optimiser ces stratégies de déploiement et d'analyse. Mais sur les biomarqueurs, on se repositionne quand même assez sur la surveillance, sur les points des réseaux déjà existants dans les agences, enfin RCS et compagnie. Mais c'est vrai que ça mériterait peut-être de reposer la question, peut-être d'optimiser, oui. La version suisse pour aller parce qu'on a travaillé un peu sur ces approches-là. Donc nous, on a une approche qui a fait le choix de coupler celle à la fois de la comparaison des critères de qualité, donc les normes de qualité environnementale, avec l'approche sur les bioessais. Donc on fait un échantillonnage de 14 jours intégré. Avec un échantillon combiné qui est testé, qui permet à la fois de nourrir la batterie de bioessais, mais également d'analyser avec la chimie et de tout comparer par la suite les résultats obtenus par la biologie avec les comparaisons et les évaluations du risque par la chimie. Et donc, voilà, on essaie d'harmoniser de cette manière-là. Bon, en tout cas, merci pour ces présentations et les réponses aux questions. Je pense que les présentations seront en ligne sur le site de l'ASTE, il me semble. Donc, je vais conclure ce web café en remerciant les présentateurs et l'ASTE pour l'organisation. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.